écoutez Europe 1, il est 13h. Europe 1, 13h. 13h, 14h. Céline Géraud. Bonjour à tous et surtout bienvenue à bord. Europe 1 13h, c'est votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Dans ce journal, la guerre au Proche-Orient après la pluie de missiles envoyés par l'Iran hier soir sur Israël. La riposte est enclenchée. Nous ferons le point sur la situation avec l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv. Le discours de politique générale de Michel Barnier, faire beaucoup avec peu et en partant de rien. Fermeté, baisse des dépenses, décryptage et petit tacle glissé à ses opposants. L'actualité, c'est aussi la crainte d'une hausse du malus écologique pour les voitures thermiques. Les constructeurs tirent la sonnette d'alarme. Enfin, Lille face au Grand Real Madrid. Affiche de gala ce soir en Ligue des Champions. Les supporters sont survoltés. Vous les entendrez à la fin de ce journal. Bonjour Géraldine Amand. Bonjour Céline. La tendance météo pour l'après-midi ? Eh bien, le temps est encore maussade ce mercredi après-midi avec de la pluie. Beaucoup de vent aussi en Méditerranée. Les maximales varient entre 14 et 20 degrés en général. Il fera quand même jusqu'à 27 degrés à Bastia. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal. Europe 1. Et on ouvre ce journal avec cette guerre au Proche-Orient qui a franchi un cap la nuit dernière. Wilfried de Villers, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Alors après la pluie de missiles iraniens sur Tel Aviv hier soir, Israël prépare sa riposte. Oui, Benjamin Netanyahou promet que Téhéran paiera le prix fort après son attaque massive hier soir. Le Premier ministre israélien parle d'une grossière erreur et il a réuni une bonne partie de la nuit son cabinet de guerre tout juste après ces frappes iraniennes. De longs débats sur la riposte qu'Israël pourrait mener. Alors quelle forme pourrait-elle prendre ? Les forces de défense israéliennes ont annoncé qu'elles comptaient mener des opérations contre des cibles au Moyen-Orient prochainement, probablement contre les groupes armés pro-Iran dans la région. Et dans cette riposte à l'attaque iranienne, Israël peut compter sur son allié américain. Les États-Unis soutiennent pleinement Israël, a martelé le président Joe Biden hier, évoquant des discussions communes sur une réponse à apporter. Washington qui a par ailleurs activement participé à l'interception des missiles iraniens hier soir, alors que des destroyers américains sont déployés au large d'Israël. Dans le même temps, les opérations israéliennes se poursuivent au Liban, dans le sud d'abord, où les combats au sol ont lieu en ce moment, à l'est de la frontière contre des positions du Hezbollah. Les frappes aériennes israéliennes se poursuivent elles aussi, ce matin et dans la nuit. C'est la banlieue sud de Beyrouth, la capitale libanaise, qui a encore une fois été ciblée dans un quartier considéré comme l'une des places fortes du mouvement chiite. Wilfried de Villers en direct de Tel Aviv pour Europe 1. Merci Wilfried. Et de son côté, Emmanuel Macron avait réuni un conseil de défense la nuit dernière pour essayer de trouver un chemin vers la désescalade. La France prône la diplomatie, mobilise des moyens militaires, somme toute limités, et reste sur une position mesurée, Arthur Delaborde. Oui, dans un communiqué publié tard dans la nuit, Emmanuel Macron appelle à la retenue et condamne avec la plus grande fermeté les nouvelles attaques de l'Iran contre Israël. L'Élysée assure avoir mobilisé des moyens militaires pour parer la menace iranienne, mais à ce stade, les autorités ne donnent aucun détail sur le rôle joué par Paris. On sait que la priorité de la France est surtout d'assurer la défense de ses bases aériennes dans la région, en Irak, aux Émirats Arabes Unis ou encore en Jordanie. Le chef de l'État exige que le Hezbollah cesse ses actions terroristes contre Israël et sa population et appelle en même temps les autorités israéliennes à mettre fin au plus vite aux opérations militaires au Liban, déplorant que trop de civils figurent parmi les victimes. Emmanuel Macron reste donc fidèle à la recherche d'un équilibre qu'il prône depuis plusieurs mois face à une situation volatile et inflammable. Un embrasement, y compris en France, voilà ce que redoute le président. Ainsi, il demande, je cite, la plus grande vigilance et des mesures adéquates pour prévenir les éventuelles répercussions de ces derniers développements au Moyen-Orient sur le territoire national. Merci Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Et en attendant, à 14h, première séance de questions au gouvernement pour Michel Barnier, au lendemain de son discours de politique générale où il a défendu sa feuille de route devant les députés. Alors le ton était posé, convenu, mais Jacques Serret, dans ses réponses aux présidents des groupes politiques, eh bien le Premier ministre s'est montré plus direct et plus piquant. Oui, Michel Barnier ne prend pas forcément de pincettes pour répondre aux questions des parlementaires. Une parole cash, notamment lorsqu'il s'agit de rendre l'appareil à son prédécesseur Gabriel Attal. Ce sera 2/3 de l'effort sur la maîtrise de la dépense publique et ce sera difficile. Et monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Voilà. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà.
L'ex-premier ministre, désormais président du groupe Ensemble pour la République, semble décontenancé. Michel Barnier s'explique. Il faut que vous vous habituiez les uns les autres à ce que je dis, ce que je pense. Et je vous le dirai aussi à vous. Un avertissement destiné cette fois aux parlementaires du nouveau Front Populaire. Quelques minutes plus tard, c'est Mathilde Panot, la patronne des députés insoumis, qui en prend pour son grade. J'ai du mal à comprendre votre ton et votre agressivité. Et moi, je vais vous dire une chose, Madame la Présidente. Plus vous serez agressive, plus je serai respectueux. Michel Barnier imprime son style. Les députés savent désormais à quoi s'en tenir pour les prochaines séances de questions au gouvernement. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et pendant ce temps-là, ce matin, la commission des lois de l'Assemblée nationale se penchait sur la proposition de destitution d'Emmanuel Macron portée par la France insoumise. Alexis de la Fontaine, sans surprise, les députés ont rejeté massivement cette proposition. Oui, du Parti socialiste au Rassemblement national, tous se sont opposés à la destitution d'Emmanuel Macron. Seuls les insoumis, les communistes et quelques écologistes ont voté pour. La gauche ne digère toujours pas la nomination de Michel Barnier à la place de leur candidate Lucie Castet. Écoutez le député insoumis Antoine Léaumont. Un coup d'État de Macron. Un affront éhonté à la démocratie, un pacte avec le diable, l'agonie de la 5e République, ces mots ne sont pas les miens, mais ceux du Washington Post. En effet, M. Macron a dit « Personne n'a gagné », il a menti, il s'est arrogé seul un droit de veto contre le vote. Cette tentative de destitution d'Emmanuel Macron est donc vouée à l'échec et signe une nouvelle outrance de la part de Jean-Luc Mélenchon, selon la députée Aurore Berger. Le président n'est en aucune façon contraint de céder à une majorité artificielle. Prendre le risque de destituer un président parce qu'il refuse de nommer le Premier ministre que l'opposition avait déterminé pour lui est une dérive dangereuse qui affaiblit non seulement notre institution, mais aussi la volonté des Français qui l'ont élu. Pour fermer la porte définitivement à cette destitution, un futur vote en séance publique doit avoir lieu prochainement. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. 13h07, vous restez bien avec nous sur Europe 1. Dans quelques instants, la suite de ce journal avec la Cour des comptes qui prescrit une cure d'austérité pour les collectivités. Faut-il craindre aussi un alourdissement du malus automobile en 2025 ? On se posera la question. Et puis Lille, Real Madrid, affiche de rêve en Ligue des Champions. Ce soir, les supporters du LOSC sont survoltés. Vous les entendrez, à tout de suite. Céline Giraud vous informe de 13h à 14h sur Europe 1. Europe 1 13h. 13h, 14h. Europe 1 13h. 13h09 sur Europe 1, la suite du journal avec vous, Céline Giraud. Et l'actualité de ce mercredi 2 octobre, c'est aussi ce procès symbolique, celui du proviseur menacé de mort dans son lycée Maurice Ravel à Paris. Oui, c'était en février dernier. L'auteur des menaces comparaît cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris. Le proviseur menacé avait demandé à une élève de retirer son voile et pour assurer sa sécurité, il s'était ensuite mis en retrait de ses fonctions. Louis Salé, pour la première fois, il va prendre la parole aujourd'hui. Depuis les menaces qu'il a reçues, Philippe Le Guillou a arrêté de travailler plusieurs mois avant sa retraite. Il a déménagé et vécu des semaines sous protection policière. Carole Zerbib, proviseur à Paris, membre du syndicat des personnels de direction, se rendra à l'audience pour le soutenir. Des épisodes de violence aussi extrêmes dans l'exercice de nos fonctions, c'est sûr que c'est des choses qu'on n'oublie pas facilement, mais il ne faudrait pas que dès qu'il y a un problème, on menace aussitôt le chef d'établissement sur les réseaux sociaux de mort. Voilà, il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. L'ancien proviseur espère justement que ce procès montre que les profs sont très protégés lorsqu'ils se battent pour faire respecter la laïcité. Francis Lec, son avocat. Une partie des enseignants maintenant s'autocensurent et je sais que certains professeurs qui ont été menacés n'osent plus sortir à partir du septembre. Ils sont toujours méfiants. S'il n'y a pas une protection effective de l'État et de l'autorité judiciaire, le monde de l'éducation risque malheureusement de reculer. Le suspect a déjà reconnu les faits, regretté sa phrase. Il avait écrit « Il faut le brûler vif ce chien » sur les réseaux sociaux. Louis Salé, spécialiste éducation à Europe 1. 13h10, et pour réduire le déficit abyssal de notre pays, je vous parle de cette mesure choc de la Cour des comptes qui préconise la suppression progressive de 100 000 postes dans les collectivités locales. Margot Fonneray. Oui, concrètement, la Cour des comptes suggère de ramener les effectifs des collectivités à leur niveau de 2010. Selon les sages de la rue Cambon, cela permettrait de réaliser un peu plus de 4 milliards d'euros d'économies par an dès 2030. Et face à la nécessité absolue de diminuer le déficit, cette mesure est nécessaire, estime François Ecal, spécialiste des finances publiques.
comme les collectivités locales, ça représente 20% des dépenses, et comme dans les dépenses des collectivités locales, les dépenses de personnel comptent pour beaucoup, oui, c'est nécessaire, il faut le faire. D'autant plus qu'on ne peut pas tellement jouer sur les rémunérations. On a des problèmes d'attractivité dans l'ensemble de la fonction publique, donc le volume des effectifs, c'est ça qu'il faut réduire, oui. Selon les magistrats de la Cour des comptes, les effectifs ont beaucoup augmenté ces dernières années dans les collectivités territoriales. Aujourd'hui, elles emploient près de 2 millions de personnes. Mais pour François Sauvadet, le président des départements de France, les marges de manœuvre des départements sont déjà très faibles et ce n'est pas à eux de réduire leur budget. Je ne vois pas comment on peut être appelé dans cette situation alors que 30% des départements sont en difficulté. Comment on peut être appelé au redressement des comptes publics ? Reste que l'idée d'une baisse des effectifs dans la fonction publique, en tout cas au niveau de l'État, pourrait faire son chemin. Selon Bercy, des baisses d'effectifs dans certains ministères figureront bien dans le projet de loi de finances pour 2025. Les informations de Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Autre secteur mis à contribution pour faire des économies, l'automobile. Les constructeurs français craignent une hausse du malus écologique pour les véhicules thermiques. Conséquence, Aurélien Fleureau, le prix des voitures les plus vendues va encore augmenter. Les voitures neuves se vendent de moins en moins et elles risquent d'être encore plus chères. Luc Châtel, président de la plateforme automobile qui rassemble les grands groupes du secteur, alerte sur les conséquences. Ça veut dire que plus d'un véhicule sur deux en France serait touché par le malus. Toutes les Clio, toutes les 208. Et moi, j'ai entendu le Premier ministre expliquer qu'il n'augmenterait pas les impôts des gens qui travaillent. Le malus à ce niveau-là, c'est un impôt déguisé. Et c'est une mesure qui freinerait le verdissement du parc automobile français, selon Fabrice Godefroy, expert mobilité et environnement pour l'association 40 millions d'automobilistes. On va avoir effectivement des voitures familiales, des SUV, des breaks qui vont être concernés par des montants de plus en plus exorbitants. Et ce qui fait que les gens n'auront plus les moyens de changer leur voiture parce qu'elles vont être trop chères. C'est un parc vieillissant et qui est finalement contre-productif au niveau écologique. Et puis l'autre crainte du secteur, c'est une baisse du bonus à l'achat pour les voitures électriques dont le marché stagne avec moins de ventes le mois dernier qu'en septembre 2023. Aurélien Fleureau, le spécialiste transport à Europe 1. Et à 13h13 sur Europe 1, on parle sport et foot. Céline, en Ligue des Champions, c'est la deuxième journée et une affiche de rêve ce soir au stade Pierre-Mauroy de Lille. Oui, alors que Brest s'est imposé hier soir à Salzbourg et que le PSG s'est incliné face à Arsenal, eh bien Lille est opposé au grand Real Madrid. Avec ou sans Kylian Mbappé sur le terrain, les supporters du LOSC sont déjà survoltés. Le reportage de Maximilien Carlier. Du blanc et du rouge partout dans ce bar aux couleurs de Lille. Écharpe sur les murs, drapeau accroché au plafond et l'hymne de la Ligue des Champions qui tourne en boucle sur le téléphone de Franck, le patron. J'ai déjà des frissons pour ce soir. On accueille le plus grand club du monde. Tous les grands joueurs ont passé par le Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Zidane, aujourd'hui il y a Mbappé, il y a Bellingham, il y a Vinicius. C'était un rêve un jour de recevoir le Real de Madrid à domicile. Le rêve va se réaliser ce soir. Et c'est David contre Goliath. Le club espagnol possède un budget d'1 milliard d'euros, 10 fois celui de Lille. Un effectif composé de stars, fait aussi remarquer Isabelle. C'est des monstres, mais il y a déjà eu des miracles. Le Real s'est déjà fait battre. Bien sûr qu'on part pas favori, ça c'est certain. On part même à 2000 contre 1, quoi. C'est clair, mais si on n'y croit pas. On espère juste un exploit, poursuit cette fan du LOSC. Un stade qui sera plein, 50 000 personnes. Une affiche de prestige pour le club nordiste qui fête son 80e anniversaire cette année. Tourcoing, Maximilien Carlier, Europe 1. Et le coup d'envoi à 21h au stade Pierre-Mauroy de Lille. Et on fait un point sur les marchés avec vous maintenant, Didier Hameau de Boursier.com. Compte tenu de la situation internationale, le marché est frileux. Oui, c'est pas brillant après 2 séances de forte baisse et 3% de reperdus. Le CAC 40 tente de se stabiliser. On tourne autour des 7565 points. La situation au Proche-Orient fait remonter le secteur pétrolier, surtout dans le sillage du baril de brut qui grimpe proche des $76 ce midi. On a Total Energy plus 2,7%, Vallourec plus 2,5%. Le secteur de l'armement aussi progresse évidemment. Thales plus 2,6%, Dassault Aviation plus 1,8%. À l'inverse, c'est toujours aussi lourd du côté de l'automobile. Vous en parliez à l'instant. Le secteur reste plombé avec encore une baisse de 2% de Renault, Valeo moins 3%, 10,25 €, Stellantis tente de se stabiliser autour des 12,50 €. Ailleurs, ça baisse un petit peu partout en Europe. Francfort moins 0,4%, Bruxelles moins 0,5%, Madrid moins 0,4%, le CAC 40
tourne autour de l'équilibre. 7565 points. Merci Didier Hameau de Boursier.com. Géraldine Hamon, la météo et le temps relativement maussade. Et oui, avec quelques pluies qui persistent encore de la Bretagne au centre, à la Franche-Comté et à l'Alsace. Le temps reste aussi nuageux de l'Aquitaine au golfe du Lion. Et en fin de journée, ce sera pluvieux des Pyrénées jusqu'au Roussillon. Vous profiterez tout de même d'éclaircies de la Haute-Normandie aux Hauts-de-France. Des averses sont tout de même possibles sur le nord Pas-de-Calais cet après-midi. En Rhône-Alpes et en région PACA, les éclaircies sont un peu plus résistantes. Attention tout de même aux quelques averses qui vont sévir en cours d'après-midi en Corse du Sud. Et le vent souffle puisque le Mistral et la Tramontane atteignent jusqu'à 60 km/h. Pour les températures, il fera 13 degrés à Nancy. On attend 14 degrés à Strasbourg, 15 à Dijon, 17 degrés à Saint-Brieuc et Paris, 19 au Havre, 21 à Carcassonne, 22 à Marseille, 24 à Ajaccio, 26 à Nice, jusqu'à 27 degrés à Bastia. Demain, le soleil revient. Prévoyez tout de même une petite laine le matin puisqu'il fera froid. Attention tout de même aux fortes pluies qui vont concerner la Côte d'Azur et la Corse. Merci Géraldine. Jusqu'à 14h, on est ensemble et vous ne bougez pas. Dans quelques instants, la guerre au Proche-Orient. Comment décrypter la position prudente et limitée de la France? Et puis le discours de politique générale de Michel Barnier au-delà du cap et des mesures. Les tacles appuyés à l'opposition ont fait mouche. Et on en débat avec Jules Torres et Nathan Dever. Allez, tout de suite. Et vous, au 01 80 20 39 21 13h 14h, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1. Europe 1 13h.